La maison n'était pas à vendre, pas officiellement. Elle dormait au sommet d'une colline d'ocre, emmurée dans ses saisons, avec ses volets clos depuis des années et ses murs envahis de glycine. On disait qu'elle appartenait encore à quelqu'un, quelque part, mais personne ne l'avait vue allumée depuis les derniers étés d'avant le drame. Elena l'avait découverte par hasard. Elle n'était pas du genre à croire aux signes, mais il y avait quelque chose dans cette bâtisse figée dans le silence, dans cet endroit reculé où même le vent semblait chuchoter au lieu de souffler, qui l'avait retenue. Elle avait quitté Paris 2 semaines plus tôt, sans plan, sans vraie destination, seulement un besoin vague d'espace et de respiration et surtout d'absence. Elle s'était perdue en Provence, comme on fuit sans carte, et s'était arrêtée dans ce village à moitié vide dont elle ne savait même pas le nom. Elle avait loué une chambre dans une auberge qui sentait le thym et la cire ancienne. La propriétaire, une femme d'une soixantaine d'années, l'avait accueillie sans poser de questions, mais avec ce regard des gens qui devinent sans qu'on dise. Elena avait reconnu ce regard. Elle l'avait déjà porté, elle aussi, autrefois, sur d'autres visages fuyants. Avant. Le soir, elle descendait marcher seule, comme pour user les ombres. Et c'est là qu'elle avait vu la maison, pour la première fois, juste au tournant d'un sentier envahi de poussière et de pins. Quelque chose dans la lumière autour ou peut-être dans l'absence de lumière l'avait stoppé net. Ce n'était pas seulement une maison vide. C'était une présence qui attendait, comme un souvenir figé, presque visible. Le lendemain, elle était revenue, puis encore le jour d'après. Elle n'y entrait pas encore, mais elle s'approchait un peu plus à chaque fois, traçant mentalement des plans, notant chaque fissure dans le crépi, chaque trace laissée par le lierre. Elle ne savait pas ce qu'elle cherchait, mais elle reconnaissait cette fin-là, celle qui précède une obsession. Un matin, elle trouva le portail entr'ouvert. Ce n'était pas normal. Il était fermé par une chaîne rouillée les jours précédents. Elle hésita longuement. Il y avait ce genre de silence autour, épais et tendu, qui donne l'impression que l'on va déranger quelque chose de plus ancien que soi. Mais elle entra. Dans la cour, l'air sentait la terre humide et la pierre chaude. Tout semblait figé dans une attente dense. Elle marcha lentement, effleurant du bout des doigts la table de bois bancal sous un figuier, le bord d'une chaise, qui avait dû rester là depuis des mois, des années peut-être. Puis elle se retourna. Il était là, assis à l'ombre, comme s'il ne l'avait jamais quitté des yeux. Elle n'avait rien entendu, pas un bruit de pas, pas une porte. Il était simplement là, les bras croisés, le regard direct, pas agressif, mais perçant, inconnu et pourtant étrangement familier. Il ne sourit pas, elle non plus. Quelque chose passa entre eux, pas un mot, pas un geste. Un de ces silences lourds qui n'existent qu'entre deux êtres capables de se lire, même sans se connaître. Un fil invisible tendu à l'extrême. Elle sentit une chaleur étrange au creux de la poitrine, presque douloureuse, comme si elle avait déjà connu cet homme quelque part, pas dans la réalité, dans un souvenir ou un rêve récurrent. Il avait des yeux pâles, presque gris, et un visage qu'on aurait dit sculpté dans le doute. Pas tout à fait jeune, pas vieux non plus, marqué par quelque chose de dense qu'il portait sans le dire. Il la regarda longtemps, puis il se leva sans un mot. Il entra dans la maison, et la porte s'entr'ouvrit derrière lui, juste assez pour qu'elle comprenne. Ce n'était pas un hasard, elle était attendue. Elle le suivit. À l'intérieur, la maison sentait le bois ancien, la pierre humide, le linge oublié. Tout était en place, comme si quelqu'un y vivait encore, ou y avait vécu jusqu'à hier. Il ne lui offrit pas de s'asseoir, ne fit aucun geste d'accueil. Il se contenta de la regarder, et c'est elle qui parla la première, brisant le fil. Elle dit: « Je pensais qu'elle était vide. » Il répondit sans la quitter des yeux: « Elle ne l'est jamais vraiment. » Il y avait dans cette phrase un double fond, une invitation à deviner, une provocation silencieuse.
Elle sentit une tension étrange monter en elle, ni peur, ni désir, mais une combinaison trouble des deux. Il ne demandait pas qui elle était. Il semblait le savoir déjà, ou bien il s'en fichait. Elle s'étonna de ne pas vouloir partir. Au contraire, elle sentait qu'elle venait de commencer quelque chose. Il dit qu'il s'appelait Armand, et c'était tout. Pas de nom de famille, pas d'explication. Il ne lui demanda pas pourquoi elle était là. Il avait cette manière rare d'habiter le silence sans l'alourdir. Il parlait peu, mais chacun de ses mots semblait choisi avec la précision d'un scalpel. Il servit du vin sans demander, dans des verres ébréchés. Ils burent en silence. Et quelque chose s'installa. Une intimité étrange. Une tension fine, mais croissante. Armand avait ce genre de voix qu'on retient même après une seule phrase. Grave, râpeuse, comme s'il avait trop fumé ou trop gardé en lui. Il ne posait pas de questions, mais il observait tout. Et Helena sentait que chaque détail d'elle était noté, pesé, archivé quelque part dans ses yeux calmes. Le soir tomba vite. Il ne lui demanda pas de rester, mais il ne la raccompagna pas non plus, et elle ne partit pas. Quand la lumière du couchant se brisa en morceaux sur les murs intérieurs, elle sentit que le temps se pliait un peu, que la logique extérieure ne s'appliquait plus ici. Il n'y avait plus de routes, plus de villages, plus d'avant. Il n'y avait plus qu'un présent suspendu entre deux êtres qui ne s'étaient rien dit encore, mais qui savaient que tout allait changer à partir de là. Il ne tenta rien, et c'est ce qui troubla le plus. Il la laissa partir tard, sans lui demander si elle reviendrait. Et elle sut, en marchant sous les étoiles, que c'était déjà trop tard pour reculer. Elle revint le lendemain. Elle n'avait rien promis, ni même annoncé son retour, mais quelque chose en elle l'avait poussée à suivre à nouveau le sentier sous les pins, à respirer cette odeur chaude de résine et de pierre qui semblait l'appeler. Elle s'était levée tôt, avait marché longtemps dans les ruelles du village désert, croisé les regards discrets de quelques habitants à moitié réveillés, puis s'était éloignée sans prévenir, sans valise, sans but. Déclarée. La porte était entr'ouverte, comme si on l'avait laissée ainsi pour elle. Elle entra sans bruit, ses pas étouffés par la poussière du sol. La maison était baignée d'une lumière douce, presque dorée, filtrée par les persiennes closes. Elle s'attendait à le trouver là, assis, silencieux comme la veille. Mais la pièce principale était vide. Pas un bruit, seulement l'odeur du bois ancien et de quelque chose de plus subtil, une fragrance que le vent avait peut-être volée à sa peau. Une trace. Elle s'attarda, hésitant à appeler son nom. Armand. Ce prénom avait quelque chose de dense, presque solide. Elle se l'était répété mentalement toute la nuit, sans raison apparente, comme une ritournelle involontaire. Quand elle monta l'escalier, lentement, prudemment, elle ne savait pas ce qu'elle allait découvrir. Il était là-haut, debout devant une fenêtre ouverte sur les collines, torse nu, cigarette à la main. Il ne se retourna pas tout de suite, seulement. Quand elle posa le pied sur la dernière marche, il leva les yeux vers elle. Il ne semblait ni surpris, ni soulagé, simplement présent. Leurs regards se croisèrent dans cette lumière pâle du matin, et elle sentit à nouveau cette chose muette se glisser entre eux. Ce n'était ni attirance brute, ni simple curiosité. C'était plus lent, plus profond, une reconnaissance tacite entre deux naufragés qui ne veulent pas parler de la mer. Il écrasa sa cigarette sur le rebord de pierre et la fixa en silence. Elle le regardait aussi. Il y avait quelque chose d'étrangement vulnérable dans la façon dont il restait là, sans chemise, sans masque. Son torse portait les marques d'une vie difficile à deviner, une cicatrice fine sous la clavicule, une autre plus large vers la hanche. Rien d'accidentel. Tout semblait avoir été vécu. Elle n'osa pas poser de questions. Pas encore. Il dit seulement « Tu es revenu ». Et ce fut suffisant. Elle s'approcha de la fenêtre. Le vent soulevait à peine les rideaux en lin, et l'air chaud sentait la lavande, la pierre tiède, le matin ancien.
En bas, la cour semblait irréelle, figée dans une peinture. Aucun bruit, hormis un oiseau lointain. Il lui tendit un verre. Ce n'était pas du vin, cette fois, mais un café noir, brûlant, sans sucre. Elle but sans réfléchir. Le goût était amer, rude, presque agressif, comme lui, comme elle. Il y avait une chaise dans un coin, et elle s'y assit. Il resta debout. Le silence entre eux était différent maintenant, plus dense, plus tendu, comme s'il s'était approché d'une frontière invisible, pas encore franchie, mais proche. Elle se surprit à le regarder longuement. Il avait ce genre de beauté rude qu'on ne remarque pas tout de suite, mais qui s'impose peu à peu. Quelque chose dans la manière dont il se tenait, dont il observait sans jamais se justifier. Il demanda enfin: Tu fuis quelque chose? Elle ne répondit pas tout de suite. Elle fixa un poing au sol, un nœud dans le bois. Puis elle dit simplement: Quelqu'un. Un battement de silence. Il ne demanda pas qui. Il ne demanda pas pourquoi. Il hocha lentement la tête, comme s'il comprenait. Puis il sortit sans un mot, la laissant seule dans la pièce. Elle resta là longtemps, le fer vide dans la main, les yeux perdus dans un souvenir qu'elle croyait avoir enfermé à double tour. Quand elle descendit, il n'était plus là, mais sur la table, un carnet noir l'attendait, ouvert à la première page. Elle s'en approcha, lentement, comme si elle craignait ce qu'elle allait y lire. Il n'y avait qu'une phrase, écrite d'une main nerveuse, presque élégante. Les silences sont des aveux que personne n'ose signer. Elle referma le carnet, le cœur battant. La tension en elle montait, sans raison claire. Ce n'était pas de la peur, c'était un mélange trouble de désir, de colère sourde et d'un vertige étrange, comme si elle s'approchait d'un précipice invisible. Elle sortit prendre l'air. Le soleil était haut, brûlant, mais elle frissonna. Le village semblait encore plus vide qu'à son arrivée, ou peut-être était-ce elle qui changeait. Elle retourna à l'auberge sans un mot. La patronne la regarda à peine, lui glissa la clé d'un geste fatigué. Personne ne posait de questions, ici, et c'était peut-être pour cela qu'elle restait. Cette nuit-là, elle ne dormit presque pas. Elle rêva de couloirs sombres, de mains qu'elle ne voyait pas, de voix murmurées derrière des murs. Elle rêva d'un homme qui la regardait sans cligner des yeux, qui connaissait son nom avant même qu'elle le dise. Elle se réveilla haletante, seule dans le lit large, les draps collés à sa peau, et elle sut qu'elle allait y retourner. Encore, pas parce qu'elle le voulait, parce qu'elle ne pouvait plus ne pas y aller. Le troisième jour, elle ne se leva pas pour y aller, pas tout de suite. Elle resta longtemps assise au bord du lit, les jambes croisées, les doigts figés autour d'une tasse encore tiède. Le soleil filtrait à peine à travers les rideaux, légers de la chambre. On entendait, au loin, les cloches du village sonner une heure floue déjà trop tard pour un matin ordinaire, et encore trop tôt pour se justifier de rester. Elle n'avait rien à faire, et pourtant elle attendait quelque chose, un signe, une envie, une excuse pour céder encore. Elle s'observait dans le miroir ancien accroché au mur. Il renvoyait une image un peu trouble, légèrement tachée par le temps, comme si le reflet lui-même hésitait à être honnête. Ses yeux avaient changé. Elle le voyait. La veille, en se couchant, elle avait cru que cette fois, elle ne retournerait pas à la maison, que le jeu était trop silencieux, trop risqué. Elle se l'était dit en boucle, rationnellement, comme une promesse. Mais le matin avait tout effacé. Une marée douce mais tenace l'appelait à nouveau. Elle céda. Quand elle arriva, la porte était fermée, pas verrouillée, juste posée, comme pour dire que rien n'était certain, que tout dépendait de sa main sur la poignée. Elle entra. Le silence était différent aujourd'hui, plus épais, plus lourd, comme si la maison elle-même retenait sa respiration. Il n'était pas en bas, pas dans la cour. Elle monta les escaliers lentement, chaque marche grinçant sous son pas. Arrivée au premier étage, elle sentit une présence.
Il était là, quelque part, elle le savait, même sans l'avoir encore vu. Elle poussa une porte entr'ouverte. C'était une pièce qu'elle n'avait pas encore vue. Une chambre, nue, blanchie à la chaux, avec une grande fenêtre sans rideau et un lit large recouvert d'un drap froissé. Il était assis sur le rebord, vêtu cette fois, les coudes posés sur les genoux, le regard perdu dans quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Il ne tourna pas la tête en entendant la porte. Il ne bougea pas, et elle comprit qu'elle venait de franchir un seuil invisible. Il dit: cette pièce appartenait à ma sœur. Elle ne répondit rien. Le silence se tendit entre eux, long comme une corde tirée à son maximum. Il poursuivit: toujours sans la regarder, elle est morte ici, il y a 8 ans. Helena resta immobile. Il n'y avait pas de tremblement dans sa voix, aucune larme, juste une raideur maîtrisée, une retenue, quelque chose qu'on ne dit pas souvent ou qu'on a trop longtemps gardé. Il ajouta: je n'ai jamais changé les draps. Elle dormait là, souvent, quand elle revenait de ses voyages. Elle aimait cette lumière. On s'écrivait des lettres. Elle en cachait sous les lattes du plancher. Certaines y sont encore. Helena s'approcha lentement, sans bruit. Elle s'agenouilla, presque sans réfléchir, et glissa ses doigts sous l'une des planches. Il n'y eut pas de résistance. Une latte se souleva avec un grincement doux, et en dessous, un petit paquet de lettres liées par un ruban noir dormait là, intact. Elle le tendit à Armand, mais il ne le prit pas. Il murmura simplement: garde-les. Peut-être qu'elles te parleront. Puis il se leva, la contourna sans un mot, et sortit de la chambre. Elle resta seule. Il n'y avait pas de lumière électrique. Le jour déclinait doucement, jetant sur les murs une couleur entre l'or et le gris. Helena resta assise au bord du lit longtemps, tenant les lettres contre elle. Elle n'osait pas les ouvrir. Pas encore. Il y avait dans cette maison une mémoire, si dense, si chargée, qu'elle avait peur de profaner quelque chose simplement en respirant trop fort. Quand elle descendit plus tard, il était dans la cuisine. Il cuisinait. Un geste simple, presque banal, mais elle le regardait comme s'il venait de prononcer un aveu. Il coupait des herbes avec concentration, ajoutait du sel, touillait une sauce. Le tout dans un silence total. Il n'y avait pas de musique, pas de radio, juste eux. Elle s'assit, il servit. Elle mangea sans dire un mot. Puis, soudain, il s'arrêta de bouger, la fixa, longuement, lentement, comme s'il la voyait pour la première fois ou comme s'il n'avait cessé de la voir depuis qu'elle était entrée. Il dit, d'une voix plus basse que jamais: tu me ressembles. Elle ne répondit pas, mais elle le pensa aussi. Oui, c'était vrai, pas physiquement, mais dans cette manière d'avancer à reculons, de regarder le monde avec une distance intime, de ne pas chercher à guérir. Il se leva, elle aussi, et cette fois, ce fut lui qui s'approcha. Pas un geste brusque, pas une intention lisible, juste un mouvement lent, naturel, inévitable. Il s'arrêta tout près d'elle. Ils étaient à quelques centimètres. Il aurait suffi de tendre la main, mais il ne le fit pas. Il baissa la tête, frôla presque son front, puis recula sans un mot. Elle comprit. Ce n'était pas encore le moment, mais ça viendrait. Bientôt. Les lettres restèrent fermées pendant plusieurs jours. Helena les avait emportées à l'auberge, soigneusement enveloppées dans un foulard. Elle les gardait dans le tiroir de la table de chevet, juste à côté de son lit, comme une chose vivante qu'elle n'osait pas réveiller. Il y avait dans ces enveloppes une charge invisible, une mémoire qui ne lui appartenait pas, et pourtant, qu'elle sentait pulser contre sa peau chaque fois qu'elle s'en approchait. Elle retournait à la maison presque tous les jours, désormais, sans convenir d'heure, sans prévenir. Et lui, Armand, semblait toujours présent. Jamais surpris, jamais absent non plus. Il apparaissait comme s'il savait à quel moment exact elle franchirait le seuil. Parfois il ne parlait pas du tout. Parfois il posait une question qui ressemblait à une morsure. Jamais de banalité.
toujours juste un peu trop près. Elle ne savait pas s'ils se cherchaient ou s'évitaient. Il y avait entre eux un mouvement constant, comme une danse lente. Geste presque imperceptible. Une main qui frôle l'autre au détour d'un couloir. Un regard qui s'attarde trop longtemps, puis se détourne soudain. Une tension suspendue, qui ne rompait jamais, mais qui vibrait de plus en plus fort. Un soir, il lui montra le jardin. Derrière la maison, il y avait un petit sentier qu'elle n'avait jamais remarqué. Il s'enfonçait entre deux haies sauvages, couvertes de ronces et de chèvrefeuilles. Ils marchèrent en silence, côte à côte, les épaules presque en contact, mais toujours séparés par cette ligne invisible qu'aucun des deux ne semblait encore vouloir franchir. Au bout du chemin, un portail rouillé s'ouvrait sur un ancien verger. Les arbres étaient tordus par les ans, les herbes folles montaient jusqu'aux genoux. Mais au centre, il y avait encore un vieux banc de pierre, couvert de mousse, qui semblait les attendre. Ils s'y assirent sans se parler. Le soleil déclinait, lentement derrière les collines. L'air était chaud, épais, chargé d'un parfum indéfinissable. Quelque chose entre la terre, les fleurs sauvages et cette chose plus intime qu'on ne peut pas nommer. Elle dit alors, pour la première fois, quelque chose qu'elle n'avait dit à personne depuis des années. J'ai aimé quelqu'un qui ne m'a jamais regardé vraiment. Il ne répondit pas tout de suite. Il ne chercha pas à consoler, ni à commenter. Il se contenta d'être là, les coudes sur les genoux, les mains jointes, les yeux fixés vers le sol. Puis il dit, très bas moi aussi, sauf qu'elle est morte avant de me le dire. Et dans cette phrase, elle reconnut un vide semblable au sien. Il n'y eut pas d'effusion, pas de larmes, juste une présence, côte à côte, dans le demi-jour, qui disait tout sans rien faire. Le silence était leur seule langue, mais ils parlaient de plus en plus fort. Ce soir-là, en rentrant à l'auberge, Helena ouvrit enfin la première lettre. Elle la déplia lentement, les doigts tremblants. L'écriture était fine, inclinée, presque enfantine par moments. Une voix s'en dégageait vive, tendre, un peu blessée aussi. Sa sœur parlait de ses voyages, de ce qu'elle fuyait, de ce qu'elle cherchait. Mais surtout, elle parlait de lui, d'Armand, avec une douceur douloureuse. Il ne parle presque pas. Mais quand il vous regarde, on a l'impression qu'il voit tout. Parfois, j'aimerais qu'il m'oublie un peu, qu'il me laisse respirer. Mais il ne sait pas aimer à moitié. Il me garde comme une dette, comme une faute. Je ne saurai jamais s'il me protège ou s'il m'étouffe. Helena resta longtemps à relire cette phrase. Elle sentit un frisson monter le long de sa colonne. Ce n'était pas de la peur, c'était plus nuancé, une forme d'empathie inquiète. Elle reconnaissait, dans cette description, une partie d'elle-même, une manière de vouloir être libre sans blesser, d'aimer trop fort sans comprendre comment s'arrêter. Les nuits suivantes furent agitées. Elle rêvait de la maison, de ses pièces fermées, de portes qu'elle n'osait pas ouvrir. Elle rêvait d'Armand, debout au pied de son lit, les yeux pleins de secrets. Et parfois, elle rêvait de la sœur, une silhouette floue qui riait en courant à travers un champ de lavande, avant de disparaître brusquement dans un souffle sec. Un matin, Armand lui demanda si elle lisait les lettres. Elle hocha la tête. Il ne dit rien d'autre. Il ne demanda pas ce qu'elle y trouvait. Il n'avait pas besoin de savoir. Tout dans ses yeux disait qu'il redoutait autant qu'il espérait ses réponses. Elle lui demanda alors: tu l'aimais plus qu'une sœur, n'est-ce pas? Il ne baissa pas les yeux, ne recula pas. Il répondit simplement: je ne sais pas ce que j'aimais en elle. Je sais seulement que ça me brûle encore. Puis il se leva et s'éloigna. Elle ne le suivit pas. Il y avait des vérités qu'on ne devait pas forcer, seulement apprendre à porter. Et pourtant, malgré les non-dits, malgré les silences, elle savait que quelque chose entre eux se rapprochait dangereusement d'un point de bascule. Ce moment où l'on ne peut plus faire semblant, où les gestes précèdent les mots et où le désir devient une forme de confession. Elle le sentait dans sa peau. Quelque chose allait céder, bientôt.
C'était un soir plus chaud que les autres. L'air semblait plus dense, comme alourdi par quelque chose d'invisible. Le village, à cette heure-là, devenait presque irréel, les ruelles se vidaient, les ombres s'allongeaient jusqu'à effacer les angles et les lampes à huile que l'on suspendait devant certaines portes diffusaient une lumière douce, presque ancienne. Helena s'était arrêtée au milieu du chemin qui menait à la maison. Elle hésitait, pas à cause de lui, mais à cause d'elle. Elle sentait, depuis quelques jours, une tension nouvelle dans sa propre chair, une forme d'impatience mêlée de crainte, comme si son corps savait avant son esprit ce qui allait se passer. Quand elle poussa la porte, la maison était plongée dans la pénombre. Elle n'alluma pas. Elle n'avait plus besoin de lumière pour en reconnaître les contours. Le silence l'accueillit comme un vêtement familier. Il n'était pas là. Ou peut-être qu'il l'était, mais caché quelque part dans les étages. Dans une pièce close, dans ses pensées. Elle s'assit dans la cuisine, à la table de bois où ils avaient partagé tant de silence. Une bouteille ouverte l'attendait avec un verre. Une habitude s'était installée entre eux sans qu'il ne la nomme. Une confiance étrange, silencieuse, presque animale. Ils n'avaient jamais échangé leur numéro. Ils ne s'étaient rien promis. Mais elle revenait. Et il l'attendait. La lumière du dehors passait à travers les volets entr'ouverts, découpant sur le sol des lignes mouvantes, comme une partition en attente de notes. Elle resta là longtemps, à observer cette lente transformation du jour. En nuit, en buvant lentement. Puis elle sentit sa présence. Pas un bruit, pas un pas. Mais elle le savait. Il était debout dans l'encadrement de la porte. Il la regardait. Elle tourna la tête. Leurs yeux se croisèrent dans cette pénombre tiède, et tout ce qui n'avait pas été dit sembla remonter à la surface d'un seul coup. Il entra, lentement. Elle ne bougea pas. Il s'approcha, posa la main sur le dossier de la chaise en face d'elle, mais ne s'assit pas. Elle leva les yeux vers lui, et dans cette immobilité, quelque chose se noua. Il demanda: Tu restes ce soir? La question résonna dans sa poitrine plus que dans la pièce. Elle n'était ni anodine ni urgente, juste posée comme un fil. Un fil qu'elle pouvait tirer, ou couper. Elle répondit: Je ne sais pas. Il se pencha. Ses bras encadraient maintenant la table, de chaque côté de son verre. Son visage était tout près du sien. Il ne la touchait pas, mais elle pouvait sentir sa chaleur, son souffle, sa présence vibrante. Elle murmura, presque sans s'en rendre compte: Tu ne me connais pas. Et il répondit, dans un souffle rauque: Je te reconnais. Les mots la traversèrent comme un frisson. Elle détourna les yeux. Il recula lentement, comme pour ne pas rompre quelque chose de fragile. Elle se leva. Elle marcha jusqu'au salon. Elle ne savait pas ce qu'elle cherchait. Peut-être simplement de l'espace pour respirer. Mais il la suivait, silencieusement, comme une ombre. Elle s'arrêta devant l'une des fenêtres. Il faisait nuit maintenant, mais la lune projetait assez de clarté pour se dessiner les reliefs de son profil sur les murs. Elle sentait qu'il était tout près, qu'un souffle de plus et leur corps se toucheraient. Et puis, sans avertissement, il effleura sa nuque. Juste un doigt. Rien de plus. Un seul contact. Mais il eut l'effet d'une déflagration silencieuse. Elle ferma les yeux. Il ne bougea pas. Sa main resta suspendue, sans pression. Elle ne se retourna pas, mais son cœur battait plus vite. Elle sentait chaque millimètre de son dos, tendu vers ce presque geste, ce presque frisson. Il ne cherchait pas à la posséder. Il l'effleurait comme on touche une vérité. Et puis il retira sa main. Il murmura: Je ne veux rien que tu ne veuilles. Et il s'éloigna. Elle rouvrit les yeux, soudain vides. Il avait quitté la pièce. Elle entendit des pas à l'étage. Un silence retomba, plus lourd encore. Elle resta là longtemps, trop longtemps. Le vin lui avait chauffé la gorge. L'émotion la brûlait. Et malgré tout, elle monta. La porte de la chambre était entr'ouverte, la même que celle de la sœur. Le lit était fait. Il n'y était pas. Elle fit un pas.
puis 2. Puis elle s'assit sur le bord du matelas, et elle attendit, longtemps. Puis il entra. Il ne dit rien, ne sourit pas. Il la regarda seulement. Il avait dans les yeux une fatigue ancienne, pas physique, une fatigue de celui qui a trop porté, trop tu. Il vint s'asseoir à côté d'elle, pas trop près, pas encore. Elle sentit une chaleur familière monter en elle, pas seulement du désir, quelque chose de plus trouble, plus dangereux, l'envie de se laisser voir, vraiment. Il lui tendit un objet, un autre carnet, plus petit, plus personnel, usé. Le sien, dit-il simplement. Elle le prit, le regarda, puis le posa sur ses genoux. Il se leva, et il sortit, pas un mot de plus. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle lut chaque page, chaque phrase griffonnée dans une écriture nerveuse. Sa sœur y parlait d'Armand, encore et encore, mais pas comme on parle d'un frère, pas comme on parle d'un amant non plus, comme on parle d'un miroir. Et à la dernière page, il y avait une ligne, isolée, une seule. Il ne saura jamais ce que je suis pour lui, et c'est peut-être mieux ainsi. Helena resta immobile, les yeux ouverts dans le noir. Elle comprit alors qu'elle n'avait pas seulement hérité de la mémoire d'une autre, elle était entrée dans une maison hantée, et qu'elle commençait lentement à y disparaître aussi. Le matin suivant, elle ne descendit pas. Elle resta dans cette chambre silencieuse, le carnet posé sur la couverture, ses doigts l'effleurant sans le regarder. Il y avait dans ses entrailles une chose vivante, en mouvement, quelque chose qu'elle n'arrivait pas encore à nommer. Ce n'était pas la douleur, pas encore, mais une anticipation étrange, un poids doux et brutal à la fois. En bas, elle entendait des bruits de pas. Dame geste simple, une casserole qu'on pose, une porte qui grince, le claquement du vent contre les volets, et son souffle. Elle savait reconnaître le souffle d'Armand désormais. Il avait ce rythme feutré, ce calme animal d'homme qui a passé trop de temps seul. Elle descendit vers midi. Il ne la regarda pas quand elle entra. Il touillait quelque chose sur le feu, concentré, le dos droit, les épaules nues sous une chemise blanche ouverte sur la nuque. Il n'était pas tendu, juste ailleurs. Elle s'approcha. Il servit 2 bols. Elle s'assit. Ils mangèrent en silence. Aucun des deux n'avait besoin de parler. Ce silence-là n'était plus vide. Il vibrait, chargé, presque intime. Après le repas, elle posa enfin la question qu'elle fuyait. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ce qu'elle représentait pour toi? Il leva les yeux. Le regard qu'il posa sur elle était lourd de temps. Il répondit doucement, parce que je ne l'ai compris qu'après sa mort. Puis il ajouta, presque à voix basse, et je ne suis pas sûr de vouloir encore le comprendre. Elle hocha la tête. Elle connaissait ce genre de vérité-là, celle qu'on n'a pas le courage de formuler, même à soi-même. Les demi-amours, les confusions interdites, les attachements déformés par la proximité et le manque. Ils sortirent marcher. Le soleil écrasait le sol, les pierres brûlaient sous leurs semelles. Elle aimait marcher à côté de lui. Il ne parlait jamais pour meubler, et elle n'avait jamais senti le besoin de jouer un rôle. Avec lui, elle était nue, même habillée. Elle sentait dans chaque pas une sorte d'équilibre fragile entre l'abandon et la retenue. Ils s'arrêtèrent près d'un vieux mur en ruine. Il se tourna vers elle, lentement, et cette fois il s'approcha plus près que jamais. Il ne dit rien. Il leva une main vers son visage, et s'arrêta à quelques millimètres. Il la regardait avec une intensité silencieuse, comme s'il cherchait quelque chose dans ses traits. Et puis, d'un geste incroyablement lent, il glissa ses doigts le long de sa mâchoire, jusqu'à sa nuque. Elle ferma les yeux. Le contact était à peine réel, mais il la traversa comme une lame tiède. Elle aurait pu pleurer à cet instant précis. Il ne l'embrassait pas, il ne la possédait pas. Il la lisait. Elle ouvrit les yeux. Il dit: Tu ne ressembles pas à elle, mais tu as la même faille dans le regard.
Elle le regarda sans ciller. Il était trop tard pour reculer. Et toi? Demanda-t-elle. Quelle est ta faille? Il sourit. Un sourire. Triste, presque imperceptible. Je ne sais pas aimer sans détruire. Le silence qui suivit était plus fort que tout ce qu'ils avaient dit jusque-là. Ce soir-là, elle ne retourna pas à l'auberge. Il n'y eut pas de geste précipité, pas de corps contre corps, mais elle resta. Ils se croisèrent dans les couloirs, dans la cuisine, dans l'encadrement d'une porte, comme deux amants trop proches, conscients du vertige de se toucher enfin. Il lui montra une autre pièce, celle qu'il appelait l'atelier. Elle n'en avait jamais soupçonné l'existence. La pièce était claire, haute de plafond, baignée d'une lumière douce qui passait à travers une verrière sale. Partout, des toiles retournées, des carnets de croquis, des objets laissés à moitié. Entamés. Tu dessines? Demanda-t-elle. Je dessinais, répondit-il, avant qu'elle meure. Depuis, je pose les choses. Mais je ne sais plus si je crée ou si je garde. Elle marcha lentement dans la pièce, observant les fragments de lui éparpillés partout. Un portrait inachevé. Dame-main, dame-torse, dame-visage flou. Aucun n'était entièrement identifiable. Mais tout semblait partager la même tension, celle de quelqu'un qui regarde le monde depuis l'intérieur. Il la suivait du regard. Elle s'arrêta devant une toile couverte d'ombre. On aurait dit une silhouette de femme, vue de dos, au bord d'un précipice. Elle? Demanda-t-elle. Non. Toi? Elle sentit un vertige, une chute lente, comme si quelque chose en elle se fissurait enfin. Quand? Le deuxième jour. Il s'approcha. Il était tout près, maintenant. Il posa la main sur le bord de la toile. Je ne t'ai pas dessiné. Je t'ai deviné. Et cette phrase la resta en elle comme une marque. Elle ne demanda rien d'autre. Elle comprit que l'histoire entre eux ne commençait pas. Elle continuait. Depuis bien avant leur première rencontre. Cette nuit-là, il y eut un orage. Un vrai, violent. Les éclairs striaient le ciel, et la maison tremblait sous les grondements. Ils étaient là, tous les deux dans le salon, assis au sol, dos contre mur, à regarder par la fenêtre. L'électricité sauta. Le noir fut total. Il ne dit rien, elle non plus. Et quand enfin leurs mains se trouvèrent dans le noir, ce fut sans bruit, sans demande. Le contact fut long, simple, comme une réponse muette. Et dans cette obscurité partagée, Helena sut que ce qu'ils vivaient n'était pas encore une histoire d'amour. C'était une chute, en lenteur, en silence, mais sans retour. L'orage était passé. Il avait laissé l'air lourd, saturé d'humidité, comme si la maison elle-même suait quelque chose d'indicible. Ils s'étaient endormis là, sur le tapis rugueux du salon, toujours à distance, mais liés par ce seul contact leurs mains, jointes sans force, sans attente. Elle s'était réveillée avant lui. Il dormait profondément, la mâchoire relâchée, la main encore proche, la poitrine se soulevant lentement sous sa chemise ouverte. Elle l'avait observé longtemps, dans cette lumière grise de l'aube. Son visage paraissait plus jeune, presque vulnérable. Rien à voir avec l'Armand du jour, celui qui avançait dans la vie avec cette lenteur contrôlée, cette froideur apparente qui n'était que la forme adulte de la peur. Elle pensa à le toucher, à l'embrasser, mais ne le fit pas. Elle se leva, doucement, et monta à l'étage. Elle ouvrit la fenêtre de la chambre qui donnait sur les collines. L'air du matin était encore frais, chargé d'odeurs de terre mouillée et de fleurs. Éclatée, elle se sentait différente, pas transformée, juste, décollée, comme si une couche entre elle et elle-même s'était effacée pendant la nuit. Le carnet de la sœur était encore sur la table. Elle l'ouvrit au hasard. Une phrase seule, à l'encre pâlie. Il ne faut pas trop s'approcher des gens silencieux. Ils finissent par vous habiter. Helena le referma lentement. Elle descendit. Armand s'était réveillé. Il était dehors, torse nu, en train de fendre du bois.
Le mouvement régulier de ses bras, le clac sec de la hache, le rythme animal du souffle, d'où on lui semblait taillé dans une répétition ancienne. Elle s'approcha sans bruit, s'assit sur les marches de pierre et l'observa. Il finit par la voir. Il posa la hache, s'essuya le front. Ils se regardèrent. Il ne sourit pas, mais son regard laissa entrer quelque chose. Il dit simplement « J'ai rêvé de toi. Tu n'avais pas de visage. » Elle murmura « C'est peut-être mieux. » Ils ne parlèrent plus de ça. Ce jour-là, ils sortirent du village. Une fois, une seule fois, comme un écart dans le rituel. Ils prirent sa voiture, vieille, poussiéreuse, comme sortie d'un autre temps. Elle ne savait pas où ils allaient, mais elle ne posa pas de questions. Elle aimait être conduite. Elle aimait ce moment où elle n'avait plus besoin de choisir. Ils roulèrent longtemps, à travers champs, gorges, routes bordées de cyprès. Il y avait quelque chose d'ancien dans ce paysage, comme s'il appartenait à une autre époque. Elle ouvrit la vitre, laissa sa main flotter dans le vent. Elle n'avait pas ressenti ça depuis longtemps. Une paix inquiète, un abandon fragile. Ils arrivèrent devant une maison de pierre, plus petite, plus basse, au milieu d'un champ de tournesol défait. Il ne dit pas un mot. Il descendit, lui fit signe de le suivre. L'intérieur sentait la poussière, le passé, et quelque chose d'un peu amer. Il n'y avait presque rien, juste un fauteuil, un tableau accroché de travers, une vieille radio posée au sol. Mon père vivait ici, dit-il. Elle sentit dans sa voix quelque chose qu'elle n'avait encore jamais entendu, une fatigue mêlée de rancune, une absence mal digérée. Il montra une porte au fond. Elle comprit qu'il voulait qu'elle entre. Elle obéit. C'était une chambre d'enfant, intacte. Elle eut un frisson. Sur les murs, des dessins à moitié effacés, une vieille balle, une lampe de chevet cassée, et au centre, un petit lit, trop petit, trop net, comme si rien ne devait bouger ici. Elle s'approcha du bureau. Une photographie en noir et blanc y était posée. Une femme, belle, très jeune. Elle portait dans les yeux cette lumière rare des gens qui savent qu'ils vont mourir. Ma mère, dit-il derrière elle. Elle est partie quand j'avais 8 ans. Il m'a fait croire qu'elle nous avait abandonnés. Il marqua une pause. Puis, j'ai appris bien plus tard qu'elle s'était suicidée. Elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Il s'approcha. Il était derrière elle maintenant. Elle pouvait sentir son souffle dans sa nuque. Pas un geste déplacé. Rien d'intrusif. Juste cette proximité. Chargée. Elle ferma les yeux. Tu comprends mieux pourquoi je garde tout ce qui fuit, demanda-t-il. Elle se retourna lentement. Leurs visages étaient si proches que leurs souffles se mêlèrent. Elle répondit, sans le regarder, oui, parce que c'est la seule manière que tu connaisses pour retenir les absents. Il ferma les yeux, un instant, puis recula. Ce geste était plus intime que n'importe quel baiser. Il y avait en lui une pudeur sauvage, une intensité non consommée. Ils repartirent sans parler. Ce soir-là, ils ne se touchèrent pas. Mais elle dormit dans la maison. Elle dormit dans la chambre d'amis. Lui, dans l'autre. Pas par distance, par respect. Quelque chose était en train de naître. Quelque chose qui refusait de se précipiter. Et pourtant, dans le noir, elle le sentit. Il passa devant sa porte, s'arrêta, un silence, puis il repartit. Et ce simple mouvement, ce pas non franchi, ce souffle retenu, valait toutes les confessions. La nuit fut plus dense que les autres. Il y avait dans l'air cette charge, invisible que la peau perçoit avant même que le cœur ne l'admette. Helena resta allongée longtemps, immobile, les yeux ouverts, fixant le plafond dans l'obscurité. Elle écoutait les bruits lointains de la maison, les murs qui craquent, le bois qui travaille, et ce silence entre les silences que seul un autre corps vivant peut produire, même de loin. Elle sut qu'il était réveillé aussi. C'était un savoir instinctif, comme un souffle parallèle. Deux absences veillaient l'une par l'autre.
Elle ne se leva pas, elle ne bougea pas, mais quelque chose en elle glissait lentement vers un endroit d'où elle ne pourrait plus revenir. Ce n'était pas de la peur, c'était une reconnaissance, une ancienne forme de lucidité. Le matin, elle le trouva dans le jardin, torse nu encore, toujours dans cette retenue animale. Il nettoyait des outils, les mains couvertes de terre sèche. Elle s'approcha, en silence. Il ne leva pas les yeux. Il n'avait pas besoin de parler. Depuis plusieurs jours, les mots s'étaient raréfiés. Ce n'était pas un vide, c'était une concentration. Chaque regard, chaque geste, chaque présence devenait plus chargée, plus aiguë. Elle savait maintenant lire dans ses silences. Il savait deviner les failles derrière ses sourires. Tu ne retournes plus à l'auberge, dit-il simplement. Ce n'était pas une question, pas un ordre, juste une constatation. Elle hocha la tête. Et c'était vrai, elle n'y retournait plus. Elle dormait ici, elle vivait ici. Lentement, sans transition officielle, elle avait glissé dans les interstices de cette maison. Elle en connaissait maintenant les craquements nocturnes, les habitudes de lumière, les angles morts. Elle avait appris à marcher pieds nus sur les tommettes sans bruit. Elle avait compris que certains tiroirs ne s'ouvraient qu'à moitié, et que d'autres ne devaient pas être ouverts du tout. Elle s'était fondue dans le décor, mais elle n'en faisait pas partie. Pas encore. Ce jour-là, elle décida d'ouvrir une autre porte, celle de la cave. Elle l'avait aperçue dès le début, mais n'y avait jamais prêté attention. Une simple trappe de bois, dans un coin, presque dissimulée sous un tapis usé. Elle la souleva. Un escalier en pierre descendait dans l'ombre. Elle n'attendit pas. Elle descendit. L'odeur était forte, ancienne, mélange de poussière, de vin, d'humidité et de quelque chose de plus intime. Une mémoire enfermée. Au fond des étagères, dames caisses, dames objets sans nom, et, posée, à même le sol, une valise en cuir, fermée. Elle s'agenouilla. Elle savait qu'elle n'aurait pas dû, mais elle l'ouvrit. À l'intérieur des vêtements de femme, un carnet, une montre cassée, mèches de cheveux enveloppées dans un papier fin, et des photographies. Certaines étaient anciennes, d'autres plus récentes. Sur l'une d'elles, Armand, plus jeune, avec sa sœur, et leur visage. Ils ne regardaient pas l'objectif, ils se regardaient, pas comme un frère et une sœur. Quelque chose dans cet échange figé brisa un équilibre en elle. Elle reposa la photo, doucement, puis referma la valise. Elle remonta sans bruit. Le silence dans la maison était total. Elle s'assit dans la cuisine. La lumière y était pâle, presque grise. Il entra. Il vit son visage. Il comprit. Il ne dit rien, ne demanda rien, mais il s'approcha. Et cette fois, il s'assit juste à côté d'elle, très près, assez pour que leurs bras se frôlent. Il posa sa main sur la sienne, pas pour expliquer, pas pour se défendre, juste pour être là. Elle ne bougea pas. Elle sentit une chaleur étrange monter le long de son bras jusqu'à son cou. Il ne la regardait pas. Il fixait le sol, les mâchoires contractées. Elle sentit dans ses doigts une tension muette. Elle murmura « Je ne juge pas ». Il ferma les yeux. « Je n'ai rien fait », répondit-il, « mais j'ai aimé, d'une manière qu'on ne m'avait pas apprise. » Elle le regarda alors, vraiment, et dans ses yeux, elle ne vit pas la faute. Elle vit la solitude, la sienne à elle aussi. Et dans ce miroir, quelque chose se débloqua. Elle posa sa tête contre son épaule, lentement, comme on s'allonge dans un souvenir. Il resta là, immobile. Puis il glissa ses doigts dans les siens, et ce simple geste, prolongé, tenu, partagé, eut la force d'une tempête intérieure. Pas de promesse, pas d'aveu, mais un ancrage, une reconnaissance, et peut-être le début d'un vrai danger. Car dans cet instant suspendu, Helena sut que ce n'était plus une fascination,
C'était une liaison. Et les liaisons, dans cette maison, ne s'écrivaient jamais sans cicatrice. Les jours commencèrent à se confondre. Il n'y avait plus vraiment de rythme, plus de cadre. Le temps s'étirait dans la maison comme une nappe d'eau tiède, immobile. Parfois, ils passaient des heures sans parler, chacun absorbé dans une pièce différente. D'autres fois, ils se frôlaient sans pudeur, sans conséquence, comme deux corps trop habitués à partager la même densité d'air. Il n'y avait plus de séparation nette, seulement un glissement progressif. Elena vivait là, pleinement. Elle avait cessé de se poser la question du pourquoi. Elle savait qu'il y avait en elle une part d'abandon, mais aussi une forme de choix, celui de rester dans une réalité où rien ne lui était dû, mais où chaque silence partagé avait plus de poids que 1000 paroles. Et lui, Armand, ne la retenait jamais, mais il ne la laissait pas partir non plus. Chaque jour, il la regardait comme on regarde quelque chose qu'on sait éphémère, mais qu'on ne peut s'empêcher de vouloir retenir. Un soir, elle entra dans l'atelier sans frapper. Il était là, assis devant une toile blanche, le pinceau dans la main, immobile. Il ne la vit pas tout de suite. Il fixait la surface vierge comme s'il y lisait une blessure invisible. Quand elle avança, il tourna lentement la tête. Il ne dit rien. Elle s'approcha. Il posa le pinceau. Elle demanda: Tu n'as pas peint depuis combien de temps? Il répondit: Depuis que je n'arrive plus à mentir. Elle s'assit au sol, à côté de lui. Il resta debout, les bras croisés. Puis il dit: Quand je peins, je dis les choses que je ne veux pas entendre. Elle murmura: Et moi, je les entends même sans les voir. Il la regarda, longuement, et cette fois il s'agenouilla devant elle. Il posa ses mains sur ses genoux, doucement. Ses doigts tremblaient un peu. Elle sentit ce frisson ancien revenir en elle, cette sensation d'être touchée sans que rien ne bouge encore. Il était là, tout près, son visage juste au niveau du sien. Il demanda: Tu veux que je te peigne? Elle répondit: Oui, mais pas comme tu vois. Il pencha la tête. Elle ajouta: Peins-moi comme tu me sens. Alors il se leva, prit une toile neuve. Il ne dit plus un mot. Elle enleva lentement sa chemise, gardant sur elle seulement une fine robe d'été, simple, flottante. Elle ne le quittait pas des yeux. Il posa la toile, l'observa un long moment, sans bouger. Puis il commença à peindre. Les premières touches furent lentes, hésitantes. Puis le mouvement devint plus fluide. Son souffle changea. Elle sentait qu'il entrait dans un état étrange. Celui d'avant les pensées, d'avant les filtres. Il ne peignait pas un portrait. Il peignait une sensation. Elle ne savait pas combien de temps passa. Le soleil descendait lentement, traçant des lignes d'ombre sur le sol. Puis, soudain, il s'arrêta. Il posa le pinceau. Il se recula, et il la regarda. Elle se leva lentement, s'approcha, vit la toile. Ce n'était pas elle, pas vraiment. C'était une femme de dos, dans une pièce obscure, entourée de reflets flous. Son corps semblait presque dissous dans l'air. Le seul détail net, c'était la nuque. Et le regard, flou dans le miroir. Un regard de bête traquée. Elle demanda: C'est moi, ça? Il murmura: C'est ce que tu caches. Elle ne dit rien. Mais, en elle, quelque chose se fendit. Ils restèrent là, immobiles. Puis il leva la main. Il effleura sa joue, lentement. Et cette fois, elle ne détourna pas les yeux. Il se pencha, et leurs fronts se touchèrent. Pas un baiser, juste ça, deux fronts posés l'un contre l'autre, comme deux bêtes blessées qui se reconnaissent dans le noir. Le silence devint brûlant. Il recula un tout petit peu. Leur respiration s'était synchronisée sans qu'ils s'en rendent compte. Elle sentait sa main encore proche. Elle sentait son propre désir, tapi au creux du ventre. Mais c'était un désir plein de vertige. Pas charnel encore, plus ancien, plus profond. Il dit: Si je t'ouvre, je ne pourrai plus se refermer. Elle répondit: Alors ne sois pas doux. Et dans cette phrase, elle déposa toute sa peur et toute sa vérité. Mais il ne fit rien.
Pas ce soir-là. Il recula, il baissa les yeux, et il sortit de l'atelier. Elle resta seule, face à la toile. Elle ne se sentait pas frustrée, elle se sentait exposée, vue, et quelque chose en elle savait que le point de rupture était proche. Il ne viendrait pas d'un geste, il viendrait d'un souvenir, d'un mot, d'un fil que l'un d'eux tirerait sans le vouloir. Et quand ce fil se casserait, il serait trop tard pour reculer. Elle ne dormit presque pas cette nuit-là. Le souvenir de la toile la hantait. Pas l'image, pas la silhouette, mais ce que cela disait d'elle. Ce qu'il avait vu sans qu'elle ait eu besoin de parler. Il avait peint une part d'elle qu'elle avait soigneusement tenue à distance. Cette sensation de ne jamais tout a fait appartenir au monde. Ce regard intérieur qu'elle évitait. Et cette nuque offerte, vulnérable, comme le dernier endroit qu'on laisse à découvert. Au matin, elle sortit sans bruit. Elle ne voulait pas qu'il la voie. Elle marcha, longtemps dans les collines, sous un ciel blanc, sans ombre, sans horizon. L'air était sec, coupant. Elle avançait sans but, les jambes tendues par la fatigue, les poumons lourds. Elle se souvenait vaguement d'avoir marché comme ça, des années plus tôt, à Paris, quand elle fuyait quelqu'un qui ne la frappait pas, mais qui l'éteignait. Peu à peu, Armand n'avait rien de cet homme. Et pourtant, il réveillait en elle des zones tout aussi fragiles. Quand elle rentra, il était dans le salon. Il lisait, les lunettes basses sur le nez, une attitude calme, presque domestique. Elle s'arrêta dans l'embrasure. Il leva les yeux. Il la regarda longtemps. Tu étais où? Sa voix n'avait pas de reproche, juste un écho de solitude. Elle répondit avec moi-même. Il hocha la tête. Il ferma le livre. Et il se leva. Puis, sans dire un mot, il marcha jusqu'à elle. Il posa une main sur sa hanche. Juste là, sur le tissu fin de sa robe. Son regard restait fixé dans le sien. Il ne demandait rien. Il ne proposait rien. Il était là, entier, présent. Et elle, pour la première fois, ne recula pas. Elle posa ses doigts sur sa chemise. Il ferma les yeux, et leurs fronts se touchèrent, encore, comme un pacte ancien. Mais cette fois, il ne se détourna pas. Il murmura: Est-ce ce que tu veux rester? Pas ce soir, pas demain, mais vraiment. Elle ferma les yeux à son tour, et dit: Je ne sais pas ce que ça veut dire, rester. Alors il la serra. Pas un enlacement de désir, un abri, un aveu muet. Ils restèrent ainsi longtemps. Et tout leur passé, tout ce qu'ils ne s'étaient pas dit, semblait se dissoudre là, dans la chaleur d'un simple geste tenu. Mais la fut brève. Ce soir-là, elle découvrit la dernière lettre, celle qui n'était pas dans le carnet, celle qu'elle trouva par hasard glissée au fond d'un livre oublié dans la bibliothèque. L'écriture était la même, mais plus tremblée, plus urgente. On aurait dit qu'elle n'était pas destinée à être lue. Pas comme les autres. C'était une lettre à Armand, pas un journal, une confession. Et ce qu'elle y lut la glaça. Tu ne sauras jamais tout ce que je n'ai pas fait, ce que j'ai retenu, ce que j'ai enfoui. Tu crois que je t'aime comme une sœur, mais tu ne veux pas voir ce que je suis. Tu veux que je reste pure, parce que tu refuses que je sois autre. Chose que ton souvenir idéal. Mais moi, je suis vivante, Armand. Et tu ne m'as jamais regardée en femme. Tu as seulement voulu que je reste à ta hauteur, là où tu pouvais encore croire que rien n'était sale. Helena relut la lettre 2 fois, 3, puis elle la replia, la reposa, et quelque chose en elle se fêla. Il y avait eu un amour, oui, mais pas dans un sens, dans les deux, et ce n'était pas de la faute, c'était pire, c'était de l'amour sans place, de l'amour impossible, et c'est ce qui l'avait tuée. Elle remonta lentement dans sa chambre. Elle s'assit sur le lit. Elle attendit. Il monta plus tard. Il entra. Il vit son visage. Il comprit que quelque chose avait changé. Elle ne dit rien. Il ferma la porte derrière lui. Et cette fois, ce fut lui qui baissa les yeux.
Tu as trouvé. La dernière, elle hocha la tête. Il s'assit en face d'elle. Il resta longtemps sans parler. Puis j'ai toujours su qu'elle m'aimait. Mais j'ai choisi de ne pas le voir. Parce que si je l'admettais, je devenais coupable, même sans rien faire. Elle murmura: Tu n'étais pas coupable. Tu étais aimé au mauvais endroit. Il la regarda, longuement, comme s'il cherchait à mesurer ce qu'elle venait de dire. Puis il dit: Et toi, tu m'aimes où? La question resta en suspens. Elle ne pouvait pas répondre. Pas encore, parce qu'elle ne savait pas où elle aimait. Si c'était ici, maintenant, ou dans un écho. Elle tendit la main. Il la prit, et cette fois ils ne parlèrent plus. Ils restèrent là, dans le silence le plus nu. Deux êtres qui se tiennent au bord de la falaise, mais qui, pour la première fois, regardent ensemble dans le vide. Le silence, cette nuit-là, n'avait rien de paisible. Il était chargé, épais, tendu comme une corde qu'on tire sans oser la rompre. Helena ne dormit pas, Armand non plus. Ils restèrent dans la même pièce, assis côte à côte sur le lit, leurs mains liées sans force, comme si ce simple contact suffisait à les empêcher de se dissoudre. Il n'y avait plus rien à dire. Les confessions avaient été faites, les failles exposées. Il ne restait que le présent, brut, fébrile, incertain. Vers 4 heures, elle se leva. Elle descendit pieds nus dans la maison silencieuse. Les murs semblaient l'écouter respirer. Elle s'arrêta dans l'atelier, observa la toile de la veille. Elle la trouva plus douloureuse que la première fois, pas à cause de ce qu'elle révélait, mais à cause de ce qu'elle manquait. Ce qu'il n'avait pas encore osé peindre, le désir. Pas le désir charnel, le désir de vérité. Elle savait que ce qu'il vivait ne pouvait pas durer ainsi. Le poids du non-dit finirait par les écraser. Ce n'était pas le manque d'amour, c'était l'intensité. L'amour trop silencieux devient parfois une forme d'asphyxie. Elle retourna dans la chambre. Il était toujours assis sur le lit, dans la même position. Quand elle entra, il la regarda. Et cette fois, elle sentit qu'il attendait, non pas une réponse, mais un geste. Elle s'approcha, lentement. Elle s'assit face à lui. Elle posa ses mains sur ses genoux. Et elle dit, très bas: Je ne suis pas ta sœur. Je ne suis pas elle. Et je ne suis pas venu ici pour t'effacer sa mémoire. Il ferma les yeux. Sa mâchoire se contracta. Mais je peux rester, poursuivit-elle. Pas à sa place, à la mienne. Elle ne savait pas d'où lui venait cette certitude. Peut-être de la fatigue, peut-être du fait qu'elle n'avait plus rien à cacher. Mais au moment où elle dit ces mots, elle sentit en elle une paix étrange, une stabilité nouvelle. Il ouvrit les yeux, et là, elle vit quelque chose qu'il ne lui avait jamais montré. Pas du désir, pas de culpabilité, mais de la tendresse, pure, crue, presque violente, tant elle semblait douloureuse à porter. Il posa sa main contre sa joue, et il dit: Tu es réelle, trop réelle. Elle ne bougea pas. Et cette fois, ce fut elle qui approcha ses lèvres des siennes. Pas un baiser brusque, pas une explosion, un effleurement, une attente, une brûlure lente. Leurs souffles se croisèrent, puis leurs bouches. Et ce fut d'abord le vertige, le corps de l'autre comme une énigme que l'on connaît déjà, mais qu'on redécouvre à chaque mouvement. Rien n'était précipité, chaque geste semblait posé, choisi, retenu juste assez pour ne pas briser la fragilité de l'instant. Ils se touchèrent avec prudence, avec crainte, avec dévotion. Ils se déshabillèrent à demi, pas par pudeur, mais parce que ce n'était pas encore une fusion. C'était une exploration, une façon de dire: je suis là, tout entier, mais encore debout. Leurs corps ne se confondirent pas, mais ils se frôlèrent, peau contre peau, souffle contre souffle. Et cela suffit. Ce n'était pas une nuit d'amour, c'était une nuit d'approche, une nuit d'avant. Et quand le jour se leva, ils étaient allongés l'un contre l'autre, à demi nus, à demi silencieux, les doigts entremêlés comme deux enfants perdus dans une forêt trop vaste. Ils ne parlèrent pas,
Ils n'avaient plus besoin. Leur silence s'était accordé. Mais au fond d'Helena, une pensée nouvelle commençait à prendre forme. Fine, ronde, féroce. Ce n'était pas le bonheur, c'était la peur. La peur que tout cela n'ait été possible que parce qu'ils étaient deux êtres en ruine. Deux âmes en creux qui s'étaient trouvées sur les débris d'une maison hantée. Et elle savait que le passé n'avait pas fini de parler, ni pour lui, ni pour elle. Le lendemain, la lumière semblait différente. Tout était plus net, trop net, comme si la nuit avait effacé une brume invisible entre eux et le réel. Armand dormait encore. Helena s'était levée avant lui. Nue sous une chemise oubliée, elle arpentait lentement la maison, dans un calme qui n'en était pas un. Elle se sentait déplacée, pas étrangère, mais comme quelqu'un qui aurait traversé une porte sans savoir ce qu'il y avait de l'autre côté. Tout ce qu'il n'avait pas dit cette nuit la suivait à présent comme une ombre plus tenace que les gestes mêmes. Ce n'était pas l'acte, c'était ce qu'il contenait, la mémoire d'un amour interdit, le poids d'un deuil non digéré, la solitude qui avait creusé en lui une forme d'attachement absolu et peut-être dangereux. Elle se dirigea vers l'atelier. Le tableau était toujours là, mais Armand y avait ajouté quelque chose. À la main de la femme peinte, il avait accroché une ficelle, fine, rouge, qui descendait hors cadre. Elle comprit. Il avait commencé à raconter le lien, le fil, ce fil, invisible qui les tenait tous lui, sa sœur, Helena, et peut-être même ceux qui les avaient précédés dans cette maison. Elle s'assit devant la toile, et elle pleura. Pas de tristesse, pas de regret, mais parce qu'elle ne savait plus ce qui, en elle, appartenait au présent, et ce qui était le reflet de ce qui l'avait aimé avant. Elle entendit des pas. Il entra, torse nu encore, pieds nus sur la pierre. Il s'arrêta. Il ne parla pas. Il s'assit derrière elle, et il posa son menton sur son épaule. Je t'ai dessiné comme un secret, murmura-t-il, parce que je ne savais pas encore que tu voulais être une présence. Elle ferma les yeux. Il ajouta, je ne veux plus de fantômes, mais je ne sais pas si je suis capable de vivre sans eux. Elle se retourna, lentement. Elle le fixa longtemps. Et, elle dit, tu n'as pas à les chasser, mais tu dois les nommer. Sinon, c'est moi qu'ils finiront par habiter. Elle ne savait pas d'où lui venait cette phrase, mais elle savait qu'elle était juste. Le passé d'Armand n'était pas un souvenir, c'était une matière, une encre, une chose qui peignait encore sa peau, son regard, ses silences, et elle commençait à se demander si elle ne devenait pas, malgré elle, une autre forme de silence dans sa vie. Elle se leva, elle enfila sa robe, elle sortit marcher. Pas pour fuir, pour se retrouver. La chaleur était sèche, presque tranchante. Le chemin était le même. Et pourtant, elle le ressentait différemment. Le vent n'avait plus cette douceur. Il portait autre chose. Une tension qu'elle reconnaissait. Elle arriva jusqu'au cimetière du village. Elle n'y était jamais entrée. Mais aujourd'hui, ses pieds l'y menèrent. Elle chercha, sans savoir ce qu'elle voulait trouver. Et elle tomba sur la pierre, simple, blanche, aucune photo, juste un nom, un prénom, et une date. Clara, 1991-2017, 26 ans. Elle comprit alors, Armand l'avait perdue jeune, bien trop jeune, et lui-même devait avoir autour de 35 ans aujourd'hui. Ce n'était pas un chagrin ancien. C'était une douleur encore fraîche, encore tiède, encore vivante. Elle s'assit sur la pierre voisine, et elle murmura, comme si elle était là, je ne viens pas prendre sa place, je viens juste l'aimer à côté. Et une paix étrange descendit en elle, un calme réel, un calme sans illusion. Quand elle rentra, il était dans la cuisine. Il leva les yeux, et il vit dans son regard qu'elle savait. Elle s'approcha. Elle posa sa main sur sa joue. Tu n'as jamais été seule, dit-elle. Il ferma les yeux.
Elle ajouta: mais tu as vécu comme si c'était plus simple de l'être. Il la serra contre lui. Et ce fut cette étreinte, pas la nuit d'avant, qui les lia vraiment, parce qu'elle n'était pas faite de désir, elle était faite de pardon. Les jours suivants coulèrent avec une douceur étrange, comme s'ils marchaient l'un et l'autre dans une trêve secrète. Les gestes étaient simples: faire du café, cueillir des figues, lire à haute voix quelques lignes sans explication. Le désir, lui, avait cessé d'être tension. Il était là, présent, silencieux, accepté. Ils dormaient ensemble désormais, pas toujours lovés, mais proches. Il y avait des nuits où leur corps se cherchait, d'autres où seul un bras, posé entre eux, suffisait. Une chaleur, une frontière floue. Helena, pourtant, sentait quelque chose se tendre à nouveau, pas entre eux, en lui. Armand devenait plus distant par moments, non pas froid ni abs, mais inquiet, comme s'il savait qu'un équilibre s'était installé, mais qu'il était trop fragile pour durer. Elle le voyait se lever plus tôt, aller à l'atelier sans bruit, rester des heures devant des toiles qui ne finissaient pas. Elle ne posait pas de questions, mais elle le sentait se refermer par endroits. Un matin, il ne revint pas déjeuner. Elle trouva un mot griffonné à la hâte sur un coin de carnet: j'ai besoin de marcher. Je reviens. Il ne signait jamais. Elle resta seule toute la journée. Elle relut les lettres. Elle retourna au verger. Elle ouvrit à nouveau la valise dans la cave, mais cette fois sans peur. Et elle trouva un double fond dans la doublure, un petit carnet de croquis qu'elle n'avait jamais vu. Les pages étaient remplies de dessins, toujours le même motif, une femme vue de dos. Mais ce n'était pas Clara, c'était elle. Depuis le début, il la dessinait bien avant qu'elle arrive. Ou plutôt, il dessinait une absence qu'elle avait fini par combler. Et alors elle comprit, elle n'était pas un hasard, elle n'était pas venue ici par errance. Elle avait été attendue, peut-être pas consciemment, mais désirée, appelée. Elle referma le carnet. Quand il rentra, le soir, elle ne dit rien. Il posa ses clés. Il la regarda. Et dans ses yeux, elle lut l'épuisement. Il avait marché longtemps, peut-être plus loin qu'elle ne saurait jamais. Elle s'approcha, et elle posa ses lèvres sur sa tempe. Pas pour lui demander, pas pour le ramener, juste pour dire: je suis encore là. Ils dînèrent tard, dans le jardin, à la lueur d'une lampe à huile. Le ciel était profond, sans lune. Ils parlaient peu, mais le silence n'était plus une fuite. Il était devenu leur forme d'habitation, leur langue commune. Il dit soudain, sans la regarder: je t'aime. Mais je ne sais pas si je peux le faire sans te faire mal. Elle répondit, les yeux dans son verre: moi, je t'aime sans vouloir te sauver. C'est la seule manière que j'ai trouvée pour que ça ne me tue pas. Un long silence suivit, puis il se leva. Il la regarda, et il lui tendit la main. Elle la prit. Ils montèrent ensemble. Cette nuit-là fut différente. Ils ne firent pas l'amour pour combler, ni pour fuir. Ils le firent pour poser, pour inscrire, pour dire: tu es là. Et je t'ai vu. Il la regardait comme on regarde une blessure qu'on choisit d'aimer. Elle lui offrit tout, sa nuque, son ventre, ses silences. Elle ne dit rien, il ne guida rien. Ils avancèrent ensemble dans un rythme qu'aucun n'avait appris, un abandon sans abandon. Et quand ce fut terminé, il pleura contre elle, pas bruyamment, mais de cette manière discrète, terrassante, que seuls les hommes fiers savent s'autoriser. Elle le tint contre elle, et elle sut que, cette fois, quelque chose avait changé. Il ne la regardait plus comme une échappatoire, mais comme un lieu, un ancrage. Et pourtant, au fond d'elle, une question resta vive, suspendue, vibrante: peut-on aimer quelqu'un qu'on a connu à travers le deuil d'un autre? Elle ne connaissait pas la réponse, mais elle savait que s'ils ne la cherchaient pas ensemble, alors ce qu'ils vivaient finirait par s'effriter, et ce serait pire que la solitude, ce serait l'effacement. Elle aurait pu croire
quelques jours durant, qu'ils s'étaient trouvés, qu'ils s'étaient sauvés l'un l'autre, ou au moins retenus du bord. La maison avait changé de souffle. Elle était plus vivante. Elena ouvrait les volets le matin, laissait le vent traverser les pièces. Elle préparait des petits déjeuners, écrivait dans des carnets qu'elle ne montrait pas, écoutait parfois la radio ancienne qu'Armand avait réparée sans rien dire. Ils avaient installé une routine, mais une routine fragile, fine comme un fil tendu entre deux bords de ravin. Armand peignait à nouveau, pas des visages, d'âmes gestes, d'âmes ombres, d'âmes fragments de chair posés dans le vide, sans repère. Mais il peignait, et parfois il la regardait, avec une intensité nouvelle, pas celle du besoin, ni même de l'amour. Une intensité calme, qui disait « Tu es devenu réel pour moi ». Et c'est là que ça devient dangereux. Mais elle n'avait pas peur, pas de lui, pas encore, jusqu'au jour où le téléphone sonna. C'était un vieux combiné, fixe, qu'elle n'avait jamais entendu sonner depuis son arrivée. Le bruit là. Surpris, elle était seule dans la cuisine. Armand était parti au village. Elle hésita, puis décrocha. Une voix de femme, claire, assurée. « Je cherche Armand. Il ne répond pas sur son portable. C'est bien le numéro de la maison. » Elena sentit un léger frisson. Elle répondit simplement « Oui. » Il est sorti. « Vous êtes ?» Elle marqua une pause. Puis « Je m'appelle Elena. Je vis ici, en ce moment. » L'autre se tut, puis reprit. « Dites-lui que Sophie a appelé. Il comprendra. » Et elle raccrocha. Elena resta debout, combiné à la main. Une chaleur étrange lui monta à la gorge. Pas de jalousie, pas tout à fait. Plutôt une alerte, une escousse dans l'eau tranquille. Un souvenir que cette histoire n'était pas née du vide. Elle attendit. Quand Armand revint, elle ne dit rien tout de suite. Elle le regarda ranger des provisions, faire comme si le monde n'avait pas bougé. Puis elle dit, simplement, Sophie a appelé. Il se figea, pas longtemps, mais assez pour qu'elle voie. Il posa lentement le pain sur la table. Elle a dit que tu comprendrais. Il hocha la tête, lentement, et il répondit, c'est l'ex de Clara. Elles vivaient ensemble, un temps. Elle n'a jamais compris ce qu'il y avait entre nous. Elle ment, veut encore. Elena sentit un trouble s'insinuer en elle. Ce n'était pas ce qu'il disait, c'était ce qu'il ne disait pas. Pourquoi t'appelle-t-elle maintenant? Il la regarda, et dans ce regard, elle comprit qu'il ne savait pas, mais qu'il pressentait. Le soir même, il s'enferma dans l'atelier. Il ne dessina pas. Il sortit une boîte qu'il avait gardée sous un meuble. Elle ne l'avait jamais vue. Elle n'y entra pas. Elle resta sur le seuil, comme au début, quand elle ne savait pas encore si elle était la bienvenue. Il ressortit, tard. Son visage était fermé. Elle s'approcha. « Qu'est-ce que tu veux que je sache et que tu ne me dises pas ?» Il répondit sans détourner les yeux qu'avant toi, j'ai voulu disparaître avec elle. Vraiment, qu'après sa mort, je suis resté au bord longtemps, trop longtemps, et que Sophie le sait. Un silence, dense, absolu. Puis tu n'as pas à me réparer. Elle s'approcha. Elle posa sa main sur sa poitrine. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour ne pas fuir quand ça tremble. Et il l'enlaça, pas pour se rassurer, mais pour tenir, juste un peu plus longtemps. Mais cette nuit-là, elle rêva d'eau noire, d'une voiture au fond d'un lac, et d'un regard, celui d'Armand, qui s'effaçait lentement sous la surface. Le rêve ne la quitta pas au réveil. Il s'incrusta sous ses paupières, dans ses gestes, jusque dans le goût du café devenu trop amer. L'eau noire, le regard d'Armand, l'oubli au fond. Il dormait encore, sa main posée sur l'oreiller, vide comme s'il la cherchait dans le sommeil. Elle s'habilla sans bruit, sortit dans la lumière déjà tranchante du matin. Elle marcha longtemps, comme au début. Les collines l'enveloppèrent sans bruit. La chaleur montait déjà dans les pierres. Elle retourna au cimetière. Ce n'était pas prémédité, juste un besoin de comprendre.
de sentir. Devant la tombe de Clara, elle s'assit. Le gravier était tiède sous sa jupe. Elle resta là, longtemps, pas à parler, à penser, à écouter ce silence étrange, le seul qui ne la mettait pas mal à l'aise. Il y avait dans ce lieu une forme de vérité sans détour. On ne ment pas aux morts, on leur donne ce qu'on n'a jamais su dire. Elle murmura: Je ne suis pas venue pour le remplacer, ni pour t'oublier à sa place. Je suis venue pour lui dire que vivre avec les morts, c'est encore vivre, mais vivre à moitié. Elle sentit les larmes, pas de tristesse, de justesse. En revenant, Armand était là, sur le pas de la maison. Il l'attendait. Il ne parla pas. Il lui tendit une lettre, froissée, ancienne, jamais envoyée. C'était Clara, encore. Mais cette fois, ce n'était pas une confession, c'était un adieu. Je sais que je suis partie bien avant de mourir. Je t'ai laissé seule dans des pièces pleines d'ombre, et tu as continué à croire que je reviendrais. Mais moi, je m'effaçais déjà. Ce que tu as aimé, ce n'était pas moi, c'était mon absence. Alors promets-moi, quand elle viendra, celle qui aura un nom, un corps, une voix, que tu ne la couvriras pas de mon ombre. Promets-moi de ne pas faire de son amour un tombeau. Il releva les yeux vers Helena. Il était pâle, abîmé, mais il tenait. Je crois qu'elle avait raison, dit-il. Je t'aime, mais je dois apprendre à le faire sans mémoire entre nous. Elle répondit: Je ne suis pas ton recommencement. Je suis ton ici. Et pour la première fois, ce mot-là ici sembla exister vraiment. Ils restèrent dehors toute la journée, à parler, à se taire, à revivre des morceaux d'eux que chacun croyait perdus. Ils firent l'amour, lentement, cette fois sans vertige, sans peur. Ce n'était plus une chute, c'était un ancrage, une façon de dire je choisis. Et après, ils restèrent allongés longtemps, leur corps emmêlés dans la lumière de fin d'après-midi. Le monde dehors semblait reculer, lentement, comme si plus rien ne devait presser. Quelques semaines plus tard, elle reprit le train pour Paris, pas par fuite, mais pour revenir, différemment. Elle avait besoin de revoir sa propre vie, ses propres murs, ses propres silences, avant de les laisser derrière. Il ne la retint pas. Il l'embrassa, longtemps, et lui dit: La maison restera ouverte. Et elle sut qu'il disait plus que cela. Elle partit sans se retourner. Mais dans ses paumes, la chaleur de ses doigts restait, et dans ses yeux, le souvenir de cette maison en haut, de la colline, là où les silences avaient cessé d'être des fuites pour devenir enfin des lieux.